quand on pense à la Kabylie, on a souvent en tête des images un peu idylliques, non? Des montagnes majestueuses, les villages fiers. Oui, une sorte de beauté un peu sauvage, préservée. C'est l'image d'Épinal, en quelque sorte. Exactement. Mais voilà, en 1939, Albert Camus, il est jeune journaliste à Alger républicain, et il a publié une série de reportages qui vont, fracasser cette image. Ah oui, complètement. C'est la fameuse série Misère de la Kabylie, parue en juin 39. Et ça a vraiment fait l'effet d'une bombe à l'époque. Une bonde, oui. Il faut se replacer dans le contexte. La presse coloniale parlait bien volontiers du folklore, du côté pittoresque, mais la réalité sociale, la détresse, C'était passé sous silence. souvent, oui. Ou alors minimiser certains reportages de l'époque, je pense à René Janon, Frisson Roche même, avaient tendance à dire bon, c'est le climat, ou c'est la mentalité kabyle, ils sont sobres, etc. Ils évacuaient un peu la question coloniale. Et Camus, lui, il prend le contre-pied total. Tout à fait. Il va sur le terrain, il observe, il donne des chiffres, il recueille des témoignages. C'est un travail de journaliste au sens fort. Alors justement, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce que Camus a vu, ce constat terrible qu'il dresse, et puis on va regarder les causes qu'il identifie, et surtout les solutions qu'il esquissait déjà. Oui, voir ce qu'il proposait concrètement. Et on va s'appuyer uniquement sur ces articles, sur les faits, les mots qu'il a rapportés. C'est la base de notre discussion. Pour marquer les esprits, Camus commence avec une image forte, la Grèce en haillons. Il reconnaît la beauté, la fierté, cette démocratie villageoise, Mhm. mais il la met tout de suite en face de la réalité physique, de la misère. Il a cette phrase terrible: « Dans aucun pays que je connais, le corps ne m'a paru plus humilié qu'en Kabylie. » C'est fort, ça montre que ce n'est pas abstrait, c'est visible. Oui, c'est ça. Il raconte cette scène à Mayo, 13 enfants décharnés qui tendent la main pour un bout de pain, ou cette petite fille à Borj Menayel, éthique, dit-il, en haillons. La faim, elle crève les yeux. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'émotion, il y a une vraie analyse. Il pointe des causes bien précises, structurelles. Lesquels, par exemple? D'abord, la démographie. Une densité de population énorme pour l'époque et pour une région montagneuse. Plus de 247 habitants au kilomètre carré, parfois. Des terres pauvres, en plus. Donc trop de monde sur peu de ressources. Exactement. Et ça mène au deuxième point, un déficit alimentaire chronique. La production de céréales, qui est la base de l'alimentation, elle ne couvre qu'un huitième des besoins. Un huitième? Mais c'est rien, comment il faisait alors? Il devait acheter le reste? Ben oui, et c'est là tout le problème. L'économie locale repose beaucoup sur l'arboriculture, les figues, les olives. Or, contrairement au blé, dont les prix étaient, disons, soutenus par l'administration, via l'office du blé, D'accord. eh bien, les prix des figues et des olives, eux, n'étaient pas revalorisés. Donc le paysan kabyle, il vendait ses figues pas chères pour acheter du blé cher. Un cercle vicieux. Et il y avait aussi les migrations, non? C'était une soupape. C'était une soupape essentielle. Les mandats envoyés par les travailleurs émigrés en France, c'était vital pour les familles restées au pays. Mais avec la crise de 29 en métropole et puis des mesures administratives de plus en plus dures, Ça s'est tari. voilà, les restrictions à l'émigration ont fait chuter ces envois d'argent. Ça a étranglé encore un peu plus la région. On comprend mieux ce dénuement dont il parle. Et les exemples qu'il donne sur ce que les gens mangent, ça fait froid dans le dos. Des herbes, des racines. Oui, des tiges de chardon qu'ils appellent artichauts d'âne. Quelle ironie. Amères, oui. Des glands, des orties. L'huile d'olive, pourtant produite sur place, était devenue un produit de luxe inaccessible pour beaucoup. Il raconte même des drames épouvantables, non? Des enfants morts. Oui, 5 enfants décédés après avoir mangé des racines vénéneuses. Ou ces 4 vieilles femmes, à Michelet, retrouvées mortes de froid dans la neige. Elles allaient chercher la distribution d'orge. C'était dérisoire. C'est terrible. Ce sont des scènes de détresse absolue. À Tizi Ouzou, il décrit des enfants qui fouillent les poubelles à côté des chiens. À Sidi Aïch, des familles qui ne mangent rien pendant 2 ou 3 jours. Même à l'école, il dit que la faim est présente. Oui, des élèves qui s'évanouissent en classe, d'autres qui déjeunent juste d'un oignon. C'est omniprésent. Et cette phrase qu'il rapporte, « Vivement la guerre parce que du moins on nous donnera à manger », ça dit tout du désespoir, non? Ça résume tout. Et il appuie ça avec des chiffres tirés de rapports officiels d'ailleurs. 40% des familles qui vivent avec moins de 1000 francs par an. C'est moins de 100 francs par mois. Une misère noire. La moitié de la population qui mange des herbes et des racines. Et dans certains douars, comme Beni Sliem, il parle de 96% d'indigents. 96%.
Face à ça, l'aide publique, les distributions de grains, c'est dérisoire. Quelques kilos d'orge par mois, souvent de mauvaise qualité, l'orge amère que même les bêtes refusaient, dit-il. Et mal distribué en plus. Oui, Camus soupçonne fortement du favoritisme, du clientélisme électoral dans l'attribution de cette aide. On la refuse aux opposants politiques, par exemple. Et les fameux chantiers de charité. Ça sonne bien, mais Mais la réalité est sombre. Des salaires de misère, 8 à 10 francs par jour, à peine de quoi acheter un peu de grain. Et souvent, la moitié était payée en nature. donc très peu d'argent réel. Très peu. Et comme il n'y avait pas de travail pour tout le monde, on organisait un roulement. Ce qui veut dire que les plus faibles, les vieux, les malades, étaient exclus. Et le pire, c'est cette histoire d'impôts. Ah oui, ça, Camus le dénonce comme une cruauté. L'administration profitait de ces chantiers pour prélever directement les impôts impayés sur ces maigres salaires. On leur donne un travail pour leur reprendre aussitôt l'argent. Exactement. On fait travailler des affamés sans résoudre le problème de la faim. C'est absurde. Et ils s'énervent contre ceux qui tentent de justifier ça, non? Avec l'argument culturel? Oui, la fameuse mentalité kabyle, la sobriété naturelle. Il qualifie ces arguments de méprisables. Pour lui, ce n'est pas de la culture, c'est un retard économique et social terrible. Un prodigieux décalage de 3 siècles, écrit-il. Il refuse cette fatalité. Cette misère, elle est aussi liée à l'exploitation au travail. Il parle de salaires insultants. Oui, voire d'un régime d'esclavage. C'est le mot qu'il emploie. Comment c'était possible? Le chômage massif, tout simplement. Quand des milliers de personnes sont prêtes à accepter n'importe quoi pour survivre, eh bien, les employeurs peuvent imposer des conditions terribles. 6 à 10 francs pour 10, parfois 14 heures de travail par jour. 14 heures. Dans les fermes de la Mitigia, par exemple, et 8 francs par jour, Camus précise que c'était à peine le prix d'une grosse miche de pain. Les femmes, les enfants, c'était encore moins, 3 ou 4 francs. Et même les employés des communes. Même eux. Les kodjas, les secrétaires, ils gagnaient à peine 10 ou 12 francs par jour et parfois on leur retenait directement leurs impôts sur cette somme dérisoire. Sans parler des trajets, souvent plus de 10 kilomètres à pied matin et soir. Et l'argument qu'on entendait parfois que la main-d'œuvre kabyle était moins productive, Camus le réfute. Ah oui, avec force. Il prend l'exemple des Beni Yeni. Là-bas, il y a eu de grands travaux, ça a réduit le chômage et hop, les salaires sont montés à 22 francs. La preuve que ce n'était pas une question de capacité intrinsèque. C'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. Exactement. Et il trouve abjecte cette logique qui consiste à dire « on le paye mal parce qu'il est faible, à cause de la faim ». C'est le serpent qui se mord la queue. Il est faible parce qu'on le paye mal et qu'il ne mange pas. Un cercle vicieux terrible. Et j'imagine que les conditions de logement n'arrangeaient rien. Le fameux gourbi. Le gourbi, oui. Une pièce unique le plus souvent. Sombre, sans fenêtre, pour garder la chaleur l'hiver. On partage l'espace avec les animaux, la chèvre, l'âne parfois. Avec les animaux. Oui, pour la chaleur, le sol en terre battue, une simple rigole creusée pour évacuer les urines, les eaux usées. L'hygiène est quasi inexistante. Et dans les villages? Il décrit des ruelles qui servent d'égouts à ciel ouvert, à Bellois, à Elflé, des cloaques où les enfants jouent au milieu des ordures. Pas de toilettes publiques, rien. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Et l'accès à l'eau, qui est si fondamental. C'est un autre drame. Un pays de la soif, écrit Camus. La plupart des villages sont loin des sources. L'eau est rare, souvent polluée. Et c'est la corvée des femmes. Toujours les femmes. Oui, des kilomètres à parcourir, parfois de nuit, pour remplir les cruches. Il raconte qu'à Elflé, certaines femmes dorment près de la source pour être sûres d'avoir de l'eau le matin. Et l'isolement dû au manque de routes. Ça aggrave tout. Sur 56 villages de la commune de Sidi Aïch, seuls 10 étaient accessibles en voiture. Cet isolement rend toute amélioration très compliquée. Même construire des logements un peu mieux, comme la cité indigène de Borj-Ménayel, ça restait trop cher pour la plupart. Isolement, manque d'hygiène, malnutrition, on imagine les conséquences sanitaires. Catastrophique. Un médecin pour 60 000 habitants en moyenne. Parfois, comme dans le douar Benikelili, aucun médecin n'était passé depuis 15 ans. 15 ans. Et se faire soigner, c'était à luxe. Une visite médicale à Atni, c'était 80 francs. Impayable. Donc forcément, les épidémies flambaient. L'entérite infantile tuait 9 enfants sur 10 avant 5 ans dans ce village. Le typhus aussi faisait des ravages. À Tikobaïn, 40 morts avant que l'alerte soit donnée. C'est hallucinant. Et la mortalité générale. Dans la commune mixte de la Soummam, Camus cite un chiffre terrible, 50% de mortalité rapportée aux naissances chaque année. La moitié. La moitié des gens qui naissaient dans l'année mouraient, enfants ou adultes.
C'est un taux de guerre, de grande famine. Et là encore, Camus montre bien le lien. Sans route, sans eau potable, sans nourriture, sans argent, comment améliorer la santé? C'est impossible. Et l'école dans tout ça? On dit que les Kabyles avaient une vraie soif d'apprendre. Oui, Camus le souligne très fort. Il note cette volonté, y compris pour les filles, ce qui était assez moderne pour l'époque. Les gens étaient prêts à payer pour avoir des écoles. Mais l'administration ne suivait pas? Pas du tout. À peine un enfant sur 10 était scolarisé. Les classes existantes débordaient, 80 élèves ou plus entassés. Et chaque année, des centaines d'enfants étaient refusés, faute de place. C'était massif. Mais pourquoi? Manque de moyens. Camus dénonce violemment ce qu'il appelle la politique des écoles-palais. L'administration construisait quelques écoles monumentales, très chères, 1 million de francs parfois. Pour le prestige. Oui, pour le prestige, les inaugurations, mais ces écoles étaient souvent mal conçues et refusaient elles aussi des élèves. Camus calcule qu'avec le prix d'une seule école-palais, on aurait pu construire plusieurs écoles-baraques, simples, fonctionnelles, avec beaucoup plus de classes. Ça aurait permis de répondre à la demande. Une question de priorité, en somme. Complètement. Et il demande aussi la fin de la ségrégation scolaire, que les enfants européens et indigènes soient dans les mêmes classes. Il aborde aussi rapidement d'autres problèmes, l'artisanat, l'usure. Oui, il montre que l'artisanat traditionnel, la poterie, les bijoux, tout ça, était menacé par la concurrence et surtout exploité par les intermédiaires. Et puis le fléau de l'usure, avec des taux d'intérêt délirants, jusqu'à 110% par an, ça ruinait les paysans. Il critique même les caisses de prêts officielles, qui étaient inefficaces, voire détournées par des intérêts privés. Il le laisse entendre pour certaines banques de Tizi Ouzou. Bon, le constat est terrible, mais Camus, il ne s'arrête pas là. Il propose des choses, politiquement d'abord. Oui, il plaide pour plus d'autonomie locale. Il met en avant une expérience intéressante, le douar être commune des Oumalous. C'était géré par un élu kabyle, M. Adjérès, qui avait plein d'idées. Élection proportionnelle, fédération des ressources entre douars. Une sorte de démocratie locale renforcée. C'est ça. Et Camus dit, voilà un modèle à suivre. Il faut transformer les douars importants en communes de plein exercice, leur donner une vraie autonomie. Il écarte l'argument du statut personnel musulman en disant que l'administration française avait elle-même souvent effacé les spécificités kabyles. Pour lui, le peuple kabyle était mûr pour cette autonomie. Intéressant. Et économiquement, son plan pour sortir de la misère? C'est un plan assez cohérent en fait. Premier axe, augmenter le pouvoir d'achat. Comment? Par des grands travaux utiles. Des routes, des systèmes d'adduction d'eau. Ça créerait de l'emploi, donc ça ferait monter les salaires. Et ça améliorerait les conditions de vie en même temps. Exactement. Il insiste aussi beaucoup sur l'enseignement professionnel, pour qualifier les gens. Et puis, il demande d'organiser et de faciliter les migrations, pas n'importe comment, mais en simplifiant les papiers et en orientant les travailleurs là où il y a du boulot, y compris dans le sud de la France. D'accord. Et pour la production locale? Là, il est très pragmatique. Puisque la terre est bonne pour les arbres, il faut étendre les plantations. Figuiers, oliviers, mais aussi d'autres cultures, comme les cerisiers, les caroubiers. Il donne l'exemple de Port-Guédon où ça marche bien, avec des prêts. Produire plus, donc. Produire plus, mais aussi produire mieux et vendre mieux, c'est crucial. Il préconise des ateliers modernes pour sécher les figues, il cite celui d'Azazga, qui a fait grimper la valeur des figues, et surtout, il appelle à créer des coopératives. Des coopératives, pourquoi? Notamment des huileries coopératives, pour que les paysans maîtrisent la transformation de leurs olives en huile et la vente. Ça permettrait de court-circuiter les intermédiaires, les spéculateurs, les usuriers, et d'améliorer la qualité et le prix. C'est assez moderne comme vision pour 1939. On sent qu'il y a une approche très complète à la fois économique, sociale et humaine. Tout à fait. Et c'est le cœur de sa conclusion. Pour Camus, le devoir de la France, ce n'est pas juste de donner un peu d'argent ou de grains. C'est de permettre au peuple kabyle de rester fidèle à lui-même et à son destin. Il insiste sur la nécessité de préserver la personnalité kabyle, cette fierté, cette culture. Il dit que la légitimité de la présence française est à ce prix. En quelque sorte, oui. La conquête ne trouve une excuse, dit-il, que si elle aide ce peuple à s'épanouir dans le respect de son identité. Il appelle à une politique clairvoyante et généreuse, loin des petits calculs politiciens.
Pour résumer, donc, ce reportage de Camus, c'est bien plus qu'un cri d'alarme sur la pauvreté. C'est une analyse très fine d'un système colonial qui broie les gens, qui touche à tout. La faim, le travail, l'habitat, la santé, l'éducation. Il en montre les racines économiques, politiques. Et il propose des pistes concrètes fondées sur la dignité, l'autonomie, un développement qui respecte les gens et leur culture. C'est ça qui est fort. Absolument. Et la question qui reste posée, c'est quelle résonance ce texte a-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce que cette description de 1939 nous apprend encore sur les mécanismes de domination, sur leurs conséquences à long terme? Est-ce que ce plaidoyer pour la justice, pour le respect de l'identité kabyle, a encore un sens face aux défis actuels? C'est une vraie question. Comment cet héritage nous parle-t-il encore? Et une dernière réflexion peut-être, on voit déjà chez ce jeune journaliste de 25 ans les thèmes qui traverseront toute son œuvre. Cette quête de vérité, ce refus de l'injustice, cette solidarité avec ceux qui souffrent, ceux qui subissent l'histoire. C'est vrai. On retrouve ça dans son discours du Nobel, presque 20 ans plus tard. Exactement, une belle constance dans l'engagement. Ça nous laisse peut-être matière à réfléchir sur l'importance de regarder la réalité en face, même quand elle dérange, pour pouvoir agir avec justice.